Aujourd'hui, nous sommes le 6 août. C'est une journée capitale car nous nous attendons à des développements monumentaux en Asie occidentale qui auront des répercussions sur le monde entier. Et c'est encore en dessous de la réalité. Vous êtes sur Transition Protocol. Si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton d'abonnement, cliquez sur j'aime. Rendez-vous sur notre chaîne Substack qui porte le même nom, Transition Protocol, et devenez membre payant afin que nous puissions vous apporter ces informations extraordinaires 2 fois par semaine. J'ai avec moi, et c'est un honneur de le présenter une fois de plus, un très cher ami, membre fondateur de cette chaîne, Vijay Prashad. Il voyage littéralement tout le temps à travers le monde et c'est l'un des noms les plus fiables dans ce débat. Alors Vijay, allez-y et annoncez les nouvelles dont nous parlons. Oui, c'est vraiment intéressant, Zulfikar. Parce que si on y réfléchit, depuis un quart de siècle, au moins depuis l'an 2000, les États-Unis ont essentiellement imposé à des pays ce qui peut apparaître de l'extérieur comme des accords de paix. Vous savez, les États-Unis sont venus voir les Irakiens et leur ont dit « Voilà ce que vous pouvez faire ». Après les attaques de 1991, les bombardements de l'Irak, le refoulement des troupes irakiennes hors du Koweït, les États-Unis ont imposé un règlement. Ils sont passés par les Nations Unies, qui étaient alors très limitées dans leurs options, et ont élaboré un dispositif appelé « pétrole contre nourriture ». Et ils l'ont tout simplement imposé aux Irakiens. Les Irakiens se sont vus présenter une proposition toute faite qu'ils devaient accepter, faute de quoi les bombardements continueraient. Vous savez, il n'y a pas eu de négociation. Saddam Hussein n'avait pas la marge de manœuvre nécessaire pour conclure un accord avec les États-Unis. Il ne pouvait pas négocier sur tel ou tel point, et ainsi de suite. Vous savez, l'accord d'Oslo a été au fond imposé aux Palestiniens. À bien des égards, l'accord du Vendredi Saint avait aussi cette faiblesse. C'était quelque chose que George Mitchell et les États-Unis avaient élaboré, puis apporté à la table des négociations en disant « prenez-le ou laissez-le ». Vous savez, nous sommes l'hégémon, la principale superpuissance. Ce que nous disons prévaut, et nous nous y sommes habitués. Nous nous sommes habitués à ce que les États-Unis disent au pays quelle doit être la situation, en disant « voilà l'accord de paix ». Vous savez, quand l'Ukraine et la Russie ont été proches d'un accord de paix à Ankara, en Turquie, puis plus tard au Bélarus, à Minsk, les États-Unis et les Britanniques sont intervenus et ont dit « Désolé, non, vos accords ne tiennent pas. Nous avons des exigences maximalistes, donc votre accord passe à la trappe. » Et de fait, l'accord a été jeté par la fenêtre par les Ukrainiens. Et la guerre continue, les États-Unis et d'autres disant à nouveau « Nous ne sommes pas satisfaits de l'accord de paix », alors même que les États-Unis, officiellement, n'ont rien à voir avec le conflit en Ukraine. Bien sûr, ils ont tout à voir avec lui, mais ils ne sont pas censés être partis au conflit. Ils sont le principal financeur du camp ukrainien, mais techniquement, ils ne devraient pas être à la table. Eh bien, quoi qu'il en soit, cette habitude de laisser les États-Unis dicter les conditions se heurte à une limite. Et cette limite, je pense, c'est ce que nous voyons avec les Iraniens. Il est très clair que, depuis au moins 2006, lorsque les États-Unis ont fait du programme iranien d'énergie nucléaire un sujet de conflit international, lorsqu'ils ont pris ce programme d'énergie nucléaire et ont dit « non, non, c'est un programme d'armes nucléaires », et qu'ils ont donc menacé l'Iran, par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de sanctions, et ainsi de suite. Avant d'imposer des sanctions, depuis 2006, c'était il y a 20 ans, les États-Unis insistent sur le fait que la question numéro 1 dans les négociations avec l'Iran, c'est le nucléaire. C'est la question numéro 1. Aucune autre question ne compte. Très intéressant. Quand je parlais avec les Iraniens, peu après 2006,
Pour eux, la question nucléaire ne se posait pas. Elle n'avait pas d'importance. Pourquoi ne se posait-elle pas? Eh bien, parce qu'ils n'avaient aucune ambition de programme d'armes nucléaires. Comment étaient-ils censés négocier à la baisse quelque chose qu'ils n'avaient pas? Ils n'ont pas de programme d'armes nucléaires. Qu'étaient-ils censés faire? Ils disaient, « Nous sommes ouverts aux inspections. Nous sommes membres du traité de non-prolifération. Donc les gens de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent venir inspecter notre pays, et ainsi de suite. » Mais ce n'est pas la question principale. Pour l'Iran, depuis au moins 20 ans, la question principale est celle de la sécurité régionale. C'est la question centrale. C'est ce qui les préoccupe depuis des décennies. Ils ont été victimes d'une attaque illégale menée par l'Irak de Saddam Hussein pour le compte des États-Unis, de l'Europe occidentale, des États arabes du Golfe, et ainsi de suite, en 1980, juste après la révolution iranienne. Ils ont été victimes d'une attaque illégale. C'est l'Irak de Saddam Hussein qui a envahi l'Iran. Donc l'Iran est très préoccupé depuis longtemps par la question de la sécurité régionale. Il a cherché à définir des paramètres de sécurité avec ceux qu'il considère comme ses rivaux régionaux. D'un côté, l'Arabie saoudite, de l'autre, Israël. Avec l'Arabie saoudite, les Iraniens discutent depuis au moins une décennie maintenant, et plus récemment sous médiation chinoise. C'est ce qu'on appelle le dialogue entre Pékin, Téhéran et Riyad. Il y a eu 4 de ces dialogues jusqu'à présent. Avec les Israéliens, il n'y a bien sûr aucune négociation ni aucun dialogue direct. Mais les Iraniens ont mis sur la table la question d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Ils cherchent ainsi à faire pression sur Israël pour qu'il reconnaisse, au minimum, qu'il possède l'arme nucléaire, ou, à un niveau d'exigence plus élevé, à mettre Israël au défi de renoncer à ses armes nucléaires. L'Iran réclame donc désormais des garanties de sécurité régionale, en raison de la présence des États-Unis dans les États arabes du Golfe, avec les bases militaires, et ainsi de suite. La question du retrait américain de ces bases est aussi sur la table pour l'Iran depuis très longtemps. D'accord. Pour l'Iran, la principale question, c'est le nucléaire américain. La sécurité régionale est l'enjeu central. Jusqu'à récemment, les États-Unis insistaient sur le fait que tant que la question de l'énergie nucléaire ou celle des armes nucléaires n'était pas réglée, rien d'autre ne pouvait être mis sur la table. C'était la position américaine. Les Iraniens ont renversé la situation. Ils ont dit que la question principale n'était pas celle des armes nucléaires. C'est une question sans objet. La question principale, c'est la sécurité régionale. Et pour faire de la sécurité régionale un enjeu, ils ont utilisé le très grand levier dont ils disposent, qui est triple. Premièrement, restreindre le trafic à travers le détroit d'Ormuz. C'est très important. Deuxièmement, mener des frappes militaires contre les bases militaires américaines dans les États arabes du Golfe. Cela a mis beaucoup de pression sur les États arabes du Golfe. Et troisièmement, utiliser les canaux diplomatiques via Oman. Oman est d'ailleurs très en colère que les États-Unis aient détourné leur canal diplomatique pour mener une guerre illégale contre l'Iran. Les Omanais sont très mécontents. Mais le troisième point, c'est que l'Iran a utilisé les canaux diplomatiques d'Oman et du Pakistan pour ouvrir un espace de discussion qui n'est pas piloté par les États-Unis. Donc ces 3 éléments. Premièrement, restreindre la circulation dans le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, les frappes militaires contre les bases militaires américaines dans les États arabes du Golfe. Et troisièmement, ouvrir un canal de discussion séparé et indépendant avec Oman et le Pakistan. Ces 3 éléments ont renversé 20 ans de pression des États-Unis sur cette région, qui consistait à placer la question nucléaire au premier plan et à isoler l'Iran. L'Iran n'est pas isolé. L'Iran a mis de côté la question nucléaire et placé la sécurité régionale
au premier plan. C'est un véritable changement dans les relations diplomatiques en Asie occidentale. Voyons où cela nous mènera. Nous sommes à la veille de nouvelles sur des avancées décisives, et ainsi de suite. Je ne veux pas exagérer ces nouvelles concernant des avancées décisives. Elles vont et viennent. Ce sera un processus en zigzag. Mais il y a au moins une chose que nous pouvons dire très très clairement. Nous sommes dans une nouvelle arène diplomatique. Ce n'est même plus l'arène diplomatique d'il y a 6 mois. Eh bien, Vijay, excellent résumé de ce que je dirais et de ce que nous avons déjà dit. C'est un basculement tectonique. C'en est un, sans aucun doute. Les États-Unis étaient la superpuissance incontestée. Ils dictaient à tous les pays dont nous parlons, en particulier aux pays d'Asie occidentale, du Moyen-Orient et partout ailleurs, les conditions qu'ils voulaient imposer, pas négocier, imposer à tous ces autres pays. Et ces pays n'avaient d'autre choix que de les accepter. Alors pour nous aujourd'hui, voir réellement que l'Iran, soumis depuis 40 ou 50 ans à des sanctions de toutes sortes, à une pression maximale, a désormais réussi à renverser la situation, c'est un basculement tectonique. Et à la suite de ce qui s'est passé, et à la suite de cette guerre qui a échoué, de l'impossibilité pour les États-Unis d'imposer leur volonté à l'Iran, nous disposons maintenant d'informations privilégiées que nous devrions partager avec notre audience mondiale. Nous ne sommes pas en mesure de voir l'avenir. Nous n'avons pas de boule de cristal. Nous ne pouvons pas prédire ce qu'il y a dans le cœur de qui que ce soit, surtout dans le cœur d'un bambin moléculaire à la Maison-Blanche, qu'il est facile de provoquer pour lui faire n'importe quoi, quelles qu'en soient les conséquences. Mais notre information, une information privilégiée, c'est que les États-Unis ont été contraints, pas volontairement, mais contraints, d'accepter l'ordre des étapes proposées par l'Iran. Pas proposées, exigées par l'Iran. Les États-Unis ont accepté de passer par le canal de médiation du Pakistan. C'est une exigence de Téhéran, pas des États-Unis, pour des raisons bien connues du public mondial, qui voit très clairement ce que Trump fait et ne fait pas. Trump a décidé de contourner le Pakistan parce qu'à Washington, on considérait que le Pakistan, pas forcément Trump lui-même, mais les sionistes proches de lui, favorisait l'Iran en demandant à Trump de tenir ses engagements, ce que, manifestement, Trump ne voulait pas faire. Trump voulait donc contourner le Pakistan, passer par Oman et le Qatar, qu'il pensait pouvoir contrôler plus facilement. Mais l'Iran est revenu à la charge avec force et a dit non, non, non. Le Pakistan est notre principal canal. Nous voulons vous parler indirectement par l'intermédiaire du Pakistan. Et surtout, le centre de gravité, c'est le protocole d'accord d'Islamabad. Absolument aucun changement. On nous dit donc que dès les prochaines 48 heures, je veux dire c'est tectonique, c'est un séisme tectonique sur le plan géopolitique. Les États-Unis et l'Iran déclareraient que que le détroit d'Ormuz est ouvert au passage naval, au passage des pétroliers, dont le monde a désespérément besoin. L'Iran serait entièrement chargé de la sécurité et du contrôle du corridor nord. Oman contrôlerait le corridor sud. Mais l'architecture de sécurité resterait fermement entre les mains de l'Iran, et le Pakistan servirait de canal de médiation. Et la prochaine étape, si cela se déroule de manière satisfaisante, sera l'annonce d'un nouveau cycle de discussions à Genève. Là encore, le Pakistan sera le principal garant de la sécurité de Téhéran et de toutes les personnes qui viendront de Téhéran. Le Qatar sera présent dans un rôle de soutien et les États-Unis seront là indirectement. Les discussions porteront entièrement sur la mise en œuvre du protocole d'accord. Rien de nouveau. On nous dit donc que cela a été accepté en principe. Un changement tectonique. Un changement tectonique. Quelque chose qui va désormais changer la géopolitique du monde.
Allez-y, Vijay, j'ai hâte d'entendre votre analyse là-dessus. Anxious to hear your analysis of this. Eh bien, je vais revenir dans un instant sur le débat autour des voies maritimes, car c'est une question très intéressante qui a été soulevée. Mais très rapidement, vous savez, le Premier ministre pakistanais Sharif est en Arabie Saoudite, et il va y avoir une discussion à trois entre Recep Tayyip Erdogan de Turquie, qui va se rendre en Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui est de fait le dirigeant de l'Arabie Saoudite, et le Premier ministre Sharif. Donc, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la Turquie vont discuter. Je pense que c'est là que l'esprit de réalisme pourrait l'emporter sur l'idéologie. Nous verrons bien ce qui en sortira. Mais avant d'y revenir, appelons cela la réunion des trois grands pour discuter des choses en l'absence des États-Unis. Mais avant d'en venir à cela, revenons à la discussion que l'Iran a eue avec Oman sur le détroit d'Ormuz. C'est en réalité fascinant. Certains éléments de l'accord sont assez intéressants. D'un côté, il semble qu'Oman et l'Iran soient pratiquement parvenus à un accord selon lequel les navires entrant dans le détroit d'Ormuz devront être placés sous supervision iranienne, tandis que les navires sortant du détroit d'Ormuz seront sous supervision omanaise. Bon, à première vue, cela paraît assez simple. Les États-Unis devront lever le blocus des ports iraniens. Des péages iraniens et omanais seront mis en place, et ainsi de suite. Mais regardez la complication que cela implique. Imaginez que vous soyez une compagnie maritime et que vous deviez entrer dans le détroit d'Ormuz. Vous allez devoir disposer d'un document signé par un responsable iranien, qu'il s'agisse d'une signature numérique ou d'une signature physique. Très probablement, ce sera une signature numérique. Cela vous expose à un risque énorme de sanctions de la part des États-Unis. En réalité, ce que font les Iraniens, c'est essayer de saper les sanctions américaines. Ils mettent les compagnies maritimes en première ligne. Vous savez, si vous voulez toucher une part des profits considérables générés par le transport de pétrole brut à travers le monde, vous allez devoir vous opposer aux sanctions tertiaires américaines, et ainsi de suite. Vous allez devoir gérer ça. C'est une question intéressante. Que se passe-t-il ensuite? Si l'Iran insiste pour que les navires entrant dans le détroit soient sous supervision iranienne, les États-Unis accorderont-ils une dérogation à ces navires afin qu'ils ne soient pas exposés à des risques pour avoir dû négocier avec les Iraniens afin d'entrer dans ces eaux? Bénéficieront-ils d'une dérogation? Ou ce processus va-t-il saper les sanctions tertiaires contre les compagnies maritimes? Si c'est le cas, alors cela facilite les choses pour les navires qui transportent du pétrole vers Cuba, par exemple. Pourquoi un navire ne transporterait-il pas du pétrole vers Cuba? De quoi ont-ils peur? Vous voyez, actuellement, les navires ne violent pas les sanctions. La plupart des compagnies maritimes ne le font pas forcément parce qu'elles ont peur des États-Unis ou quoi que ce soit. Mais elles ne peuvent pas obtenir d'assurance. Les assureurs refusent d'assurer ces navires. Et vous savez, on ne va pas embarquer une cargaison aussi énormément lucrative en haute mer sans assurance. Donc l'assurance est un gros problème. Et cela va commencer à mettre la pression sur les compagnies d'assurance. Vont-elles renoncer à assurer des navires qui représentent, vous savez, une part énorme de leur activité, à savoir assurer des pétroliers? Que se passe-t-il pour ces pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz si effectivement la partie iranienne de l'accord est respectée? Écoutez, il y a beaucoup de situations qui risquent d'être bouleversées. Beaucoup de situations. Et celle-ci m'intéresse particulièrement parce que ce n'est pas une question anodine, celle de la supervision iranienne des navires qui entrent dans le détroit d'Ormuz. D'un côté, on avait entendu dire qu'il pourrait y avoir un droit de passage à payer. Les gens n'ont pas réfléchi à toutes les conséquences. Si vous versez un droit de passage au gouvernement iranien, est-ce que cela ne vous expose pas aussi à un risque de sanctions tertiaires?
et ainsi de suite. À partir de quel moment les sanctions commencent-elles à être levées? Vous savez, combien de dérogations les États-Unis peuvent-ils accorder? À un moment donné, quand on commence à accorder toutes ces dérogations, toute la politique s'effondre. C'est là où j'en arrive. Peut-être que les Iraniens, qu'ils sachent ou non ce qu'ils font, menacent en réalité toute l'architecture des sanctions tertiaires que les États-Unis utilisent, au sens particulier, contre les compagnies maritimes, et plus encore, contre les plus lâches de tous, les compagnies d'assurance, qui ne veulent se mêler d'aucune revendication de compétence des États-Unis. Alors, est-ce que cela détricote tout ça? C'est très intéressant. Il va falloir voir, d'une certaine manière, si le cadre préliminaire entre Oman et l'Iran est effectivement accepté et à quoi il ressemble, cette supervision des flux entrants et sortants. On ne sait pas exactement comment cela se présentera. Le plan n'a pas été publié, mais Téhéran a clairement dit que le détroit ne retrouverait pas son statut d'avant-guerre, celui d'une voie maritime internationale, sans restriction. Cela n'arrivera pas. L'Iran veut une reconnaissance officielle de sa gestion du détroit. Et si c'est le cas, alors on entre dans cette question des sanctions tertiaires, et ainsi de suite. Donc à mes yeux, Zulfikar, c'est très intéressant. Je suis désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Je vous en prie, continuez. Non. Je voulais simplement dire que cela va poser un défi au, comme on dit, petit cerveau de Marco Rubio. Eh bien, j'ai quelque chose à ajouter aux inquiétudes de Marco Rubio. Je sais du fait de mes relations avec les personnes présentes dans la salle, si l'on peut dire, qu'une visite, il y a quelques jours, d'un haut ministre de la direction iranienne a été très peu couverte par la presse occidentale. Le ministre du Commerce, je crois. J'avais tous les détails, mais je ne les ai pas sous la main à cet instant. Accompagné d'une délégation, comprenant notamment leurs responsables financiers, il s'est rendu à Islamabad. Il a rencontré tous les principaux membres de la direction pakistanaise, y compris, et j'insiste sur ce point, Asim Munir. Or, Asim Munir est évidemment un chef militaire. Il ne fait pas partie du gouvernement civil. Mais l'Iran comprend que pour pouvoir nouer avec le Pakistan le type de relation qu'il souhaite avoir, en faisant du Pakistan un pivot central de ce qu'il fait avec le reste du monde, il doit disposer d'un soutien militaire. Cette délégation était donc à Islamabad ces 3 derniers jours. Elle a eu de très nombreuses réunions. Et un accord a été trouvé sur la mise en œuvre de cette architecture précise dont vous avez parlé, et que vous avez souligné comme l'élément central de l'entente entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran est, sans contestation possible, le garant de la sécurité du détroit d'Ormuz. Même si l'Iran accepte que le corridor sud soit géré et non contrôlé par Oman, l'Iran en conserve le contrôle total. Et cela a désormais été communiqué directement par le Pakistan et l'Iran à tous les pays voisins du Golfe, en particulier à l'Arabie saoudite, car l'Arabie saoudite est une puissance dominante dans la région du Golfe. Et l'une des raisons pour lesquelles Shahbaz Sharif est là aujourd'hui, déjà sur place aujourd'hui, accompagné du ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar, et peut-être bientôt rejoint par Asim Munir, c'est de convaincre les Saoudiens que quoi qu'il se passe, cela ne va pas bouleverser la situation pour eux, que l'Iran ne constitue pas une menace pour l'Arabie saoudite. C'est très important. Ce n'est pas rapporté par la presse occidentale, absolument pas par les médias traditionnels, et les médias indépendants n'ont tout simplement pas accès à cela. Nous avons donc le privilège d'y avoir accès. Nous avons le privilège de le proposer à un public mondial et nous avons le privilège de fournir notre analyse,
grâce à des personnes comme notre grand ami Vijay Prashad, qui est membre fondateur de cette chaîne, qui est totalement indépendant et qui réfléchit sur la base de 40 années de pensée indépendante sans être sous la coupe de qui que ce soit. Donc à mon avis, et j'ai moi-même participé à tout cela, parce que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je faisais partie de l'équipe qui a mis en place ce malheureux régime du pétrodollar. J'ai été heureux de le voir commencer à s'effondrer il y a quelques années. Et à mon avis, il va s'effondrer complètement. Alors Vijay, autant que nous puissions en juger, cela est accepté. C'est accepté par les pays du Golfe et les États-Unis ne peuvent rien faire pour défaire cela. Bon, revenons à la réunion en Arabie Saoudite. Il est important qu'il s'agisse d'une réunion entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, pour la raison suivante. Premièrement, ces derniers mois, et en fait depuis l'année dernière, l'Arabie Saoudite a dit, très prudemment, qu'elle s'inquiétait pour ses infrastructures pétrolières. Elle ne veut pas qu'un conflit dans la région vienne perturber ces infrastructures, vous savez, si précieusement construites. Ras Tanura a été brièvement touché par une frappe de représailles iraniennes, et les Saoudiens en ont été très mécontents. L'Arabie Saoudite a frappé ce qu'elle appelle des mandataires iraniens en Irak, mais elle n'a pas frappé l'Iran. Elle a aussi mené une nouvelle opération contre les forces d'Ansar Allah au Yémen, mais elle n'a pas frappé l'Iran. Ils ne veulent pas entrer en conflit avec l'Iran. En fait, le dialogue entre Pékin, Téhéran et Riyad a considérablement amélioré les relations. Et ils ne veulent pas revenir, vous savez, à une situation où, parce qu'ils savent très bien que l'Iran a la capacité de semer le chaos en Arabie Saoudite. Enfin, ils ne veulent tout simplement pas de ça. Donc je pense qu'ils accueillent favorablement le dialogue avec la Turquie et le Pakistan. À l'heure actuelle, Oman et le Pakistan sont les deux pays qui parlent directement avec l'Iran et qui semblent être les pays auxquels on fait le plus confiance, en dehors des autres alliés. Enfin, la Russie, la Chine et d'autres parlent aussi aux Iraniens. Mais la boîte aux lettres se trouve à Mascate et à Islamabad. Ce sont les Omanais et les Pakistanais qui jouent ce rôle d'intermédiaire. Mais il pourrait y avoir une deuxième voie diplomatique qui s'ouvre via la Turquie. Et en un sens, le rôle de Recep Tayyip Erdogan dans ce dialogue précis est important. Il est intéressant de noter que ces derniers temps, la Turquie a pratiquement soutenu l'Arabie Saoudite sur presque tous les sujets. Vous savez, lorsqu'il y a eu des attaques contre l'Arabie Saoudite, la Turquie a très vite publié un communiqué pour les condamner. La Turquie a largement soutenu la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, et ainsi de suite. Vous savez, les désaccords entre la Turquie et le Qatar d'un côté, et l'Arabie Saoudite de l'autre, ont disparu. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a une dizaine d'années, l'Arabie Saoudite s'est déchaînée pour remettre le Qatar au pas. D'une certaine manière, elle cherchait à discipliner les États de la région liés aux frères musulmans, la Turquie et le Qatar, qui s'étaient impliqués en Syrie contre les intérêts saoudiens. Les Qataris et les Turcs soutenaient les frères musulmans syriens face aux rebelles choisis par l'Arabie Saoudite. Ils se sont donc violemment affrontés, à tel point que l'Arabie Saoudite a de fait imposé un blocus au Qatar, interrompant l'acheminement de biens et de services vers le pays, et ainsi de suite. Tout cela est loin derrière nous. Vous savez, aujourd'hui, les relations entre la Turquie et Mohammed Ben Salman se sont nettement améliorées. Rappelons aussi que c'est en Turquie que Mohammed Ben Salman a mené une opération d'assassinat en envoyant une équipe tuer le journaliste dissident. Vous savez, tout cela est oublié à présent. Il semble qu'une deuxième fenêtre diplomatique puisse s'ouvrir via la Turquie, qui pourrait elle aussi chercher à s'impliquer dans des discussions avec les acteurs régionaux.
La rencontre entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan est donc très importante, car elle réunit deux des canaux diplomatiques vers l'Iran, le Pakistan d'un côté et la Turquie de l'autre. Pakistan on the one side and Turkey on the other. And I think it's correct. They are trying to soothe the Et je pense que c'est juste. of the Saudis. Ils essayent de rassurer les Saoudiens pour s'assurer que l'Arabie saoudite garde son sang-froid et accepte la situation dans le détroit d'Ormuz. Vous savez déjà, les navires saoudiens qui passent par la mer Rouge sont frappés par les forces d'Ansar Allah au Yémen. L'Arabie saoudite ne parvient donc pas à trouver d'itinéraire alternatif pour son pétrole. Et le détroit d'Ormuz pourrait bien devenir le meilleur moyen pour elle d'acheminer son pétrole, en particulier depuis Dammam et les principaux champs d'Aramco dans l'est de l'Arabie saoudite. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps sur ce sujet, mais l'essentiel, c'est que ces discussions peu rapportées en dehors de la région sont très importantes, parce qu'elles montrent deux ou trois choses. Are very significant because it shows a couple of things. Number one, the regional players. Premièrement, les acteurs régionaux pourraient en venir à accepter qu'Oman et l'Iran exercent ensemble leur juridiction sur le détroit d'Ormuz, qu'il ne s'agit pas en réalité d'eaux internationales, mais d'eaux sous surveillance. Ce que cela signifierait pour les États-Unis serait très intéressant, notamment pour leur politique de sanctions, et ainsi de suite. Si l'Arabie saoudite, la Turquie, le Pakistan, ces pays-là, y compris les plus petits États arabes du Golfe, acceptent la proposition omano-iranienne concernant le détroit d'Ormuz, nous serions véritablement dans une situation mondiale différente, où l'axe diplomatique se serait déplacé, mais où la capacité des États-Unis à sanctionner des pays aurait elle aussi changé. Has the ability of the United States to sanction countries. Well, this is what I'm going on the limb to report. Eh bien, je prends un risque en faisant ce reportage, Vijay, devant notre audience mondiale. Je suis prêt à prendre le risque d'avoir peut-être tort, même si je ne pense pas que ce soit l'issue de ce reportage. Je fais confiance aux sources qui m'ont transmis cette information. Jusqu'ici, elles ont fait un sans faute, 10 sur 10, pour nous donner une vision de ce qui se passe. Et de leur point de vue, ainsi que d'après ce que je comprends de la situation, cela va se dérouler dans un avenir très proche, dans les prochains jours. Pas même dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, Vijay. In the coming days, not even weeks, coming days, Vijay. Like maybe as early as Dès vendredi soir, peut-être, à Téhéran, on me dit qu'il est possible, très possible, que le détroit d'Ormuz soit rouvert, que le blocus naval soit levé. Première étape. Deuxième étape, l'annonce d'une réunion à Genève entre le Pakistan, l'Iran, le Pakistan jouant évidemment un rôle de médiateur, et les États-Unis indirectement. Une réunion organisée par le Pakistan. Au grand désarroi de M. Trump, qui s'était brouillé avec le Pakistan parce que le pays ne suivait pas la ligne. Et la Chine, bien sûr, apparaît comme une puissance vraiment importante dans tout cela, sans être un hégémon. Donc, dernier mot pour vous, Vijay. Le monde est en train de changer sous nos yeux. The world is shifting in front of our eyes. The world is shifting, but I also want to say that Le monde est en train de changer. Mais je veux aussi dire qu'il faut être attentif aux nombreux problèmes auxquels l'Iran est confronté à l'intérieur du pays. Je veux dire, Masoud Pezeshkian a prononcé un très bon discours le 5 août en Iran. Il a été diffusé à la télévision. Il a dit que l'Iran avait survécu parce que la population et les institutions restaient unies. Il y a eu d'importantes attaques militaires, et ainsi de suite. Mais il a aussi expliqué que les sanctions, les restrictions bancaires, les pénuries d'énergie, les sécheresses, les difficultés économiques, etc., ont créé beaucoup de problèmes pour les Iraniens. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de nouvelles attaques contre l'Iran, la situation économique est très très difficile. Et j'ai été intéressé de voir. And I was interested You to froze, see. Vijay. Something happened to your internet. Oh, I'm sorry about that. No, I was just saying Masoud Pezeshkian. Oh, désolé. Non, je disais juste que Masoud Pezeshkian, le 5 août, a prononcé un très bon discours. Vous savez, d'une certaine manière, quand on regarde son allocution télévisée, il affichait une confiance prudente.
D'un côté, les institutions et le peuple iranien étaient unis. De l'autre, les vulnérabilités économiques sont assez graves. L'Iran a subi une attaque majeure. Son économie a du mal à suivre les exigences liées à la reconstruction, aux besoins de la population, et ainsi de suite. D'où viendra l'aide extérieure? J'ai le sentiment que Sayed Ali Madanizadeh, le ministre des Finances, va vraiment avoir fort à faire pour trouver comment équilibrer tout cela. Donc l'Iran ne se trouve pas aujourd'hui dans une situation paradisiaque. La situation est vraiment très difficile. L'Iran va devoir compter énormément sur ses voisins, l'Irak, le Pakistan, la Chine, la Russie et ainsi de suite, pour se reconstruire. Je veux dire, ce sera difficile. Je ne sais pas si, dans l'accord final, les États-Unis reconnaîtront et accepteront leurs responsabilités et paieront donc pour la reconstruction. Je ne pense pas que M. Trump l'acceptera. Je pense que tout au plus, il pourrait accepter le plan concernant le détroit d'Ormuz. Mais je ne pense pas qu'ils accepteront leurs responsabilités dans cette guerre illégale. Donc, je pense que ce seront vraiment les voisins de l'Iran qui devront jouer un rôle très actif pour aider à reconstruire le pays. Les gens souffrent en Iran et nous devons en être conscients. Et nous devons veiller à ce que les pays voisins en soient conscients eux aussi et soient prêts à prendre leurs responsabilités pour aider l'Iran à se reconstruire. Eh bien, dans ce contexte, je pense qu'il est important de préciser à notre audience qu'à l'heure actuelle, il est prévu que M. Ghalibaf, le président du Parlement, assiste aux célébrations de la fête de l'indépendance à Islamabad. Je veux dire, c'est une couverture diplomatique, mais bien sûr, ce n'est qu'une couverture diplomatique. D'après ce que je comprends, il doit avoir des entretiens directs avec l'ensemble des dirigeants pakistanais, Shahbaz Sharif, tout le cabinet, en particulier le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Ishaq Dar, le ministre des Finances, ainsi qu'Asim Munir. Il va s'entretenir avec eux tous et avoir des discussions approfondies. C'est le plan. Cela n'a pas encore été annoncé, mais tous les responsables pakistanais à qui je parle disent que c'est ce qu'ils s'attendent à voir se produire. Si cela arrive, ce sera la deuxième étape concrète mise en place après la toute récente délégation qui est partie pour Islamabad il y a 2 jours. Et au vu de tout ce que je vois, il ne fait aucun doute que le Pakistan et l'Iran construisent une relation plus étroite que celle qu'ils ont eue au cours des 50 dernières années. Bien sûr, le tout soutenu par la Chine, le protecteur à la fois du Pakistan et de l'Iran. Cela change donc véritablement le paysage géopolitique. Les États-Unis se retirent et le pétrodollar commence à s'effondrer. C'est le bon mot à employer. Parce que si l'Iran devient la puissance régionale, que le pétrole circule librement, qu'il n'est plus vendu contre des dollars, et que les autres pays du Golfe ne sont plus des protectorats des États-Unis, donc plus obligés de le facturer en dollars, qui va payer toutes ces guerres, cette dette de 40 000 milliards de dollars. Alors allez-y, Vijay. Excellent résumé de ce qui se passe et qui est véritablement transformateur pour le monde. Pourquoi ne pas adresser quelques derniers mots, une synthèse à notre public, avant que nous nous retrouvions la semaine prochaine comme notre invité régulier et membre fondateur pour nous éclairer, nous et notre audience, sur ce que vous avez constaté concrètement en voyageant dans toutes les capitales et en parlant à tous les acteurs. Oui, je dirais d'abord que ce qui rend vraiment nos échanges et nos reportages importants, c'est qu'ils ne partent pas des discussions dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Vous savez, nous ne nous calons pas sur les déclarations de M. Trump. Nous regardons ce que font d'autres personnes, parce que ce reportage repose sur l'idée qu'il y a d'autres endroits où il se passe d'autres choses, qui peuvent être bien plus importantes. Par exemple, dans le cas présent, ce qui pourrait se passer aujourd'hui à Téhéran et à Mascate, à Oman et en Iran. Autrement dit,
pourrait être bien plus important. Ce qui se passe également au Pakistan, ou à Ankara, en Turquie, ou à Riyad, en Arabie Saoudite, est très important. Ces délibérations et ces discussions ont lieu entre des personnes qui subissent directement les conséquences d'une guerre illégale que les États-Unis pensaient pouvoir déclencher en Asie occidentale, et où tout le monde se rendrait simplement. Et qu'à la fin, les États-Unis pourraient dicter leurs conditions à tout le monde. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Désormais, le principal protagoniste, l'Iran, qui a été attaqué par les États-Unis et Israël, a refusé de se rendre, n'a pas accepté les conditions américaines et a donc fait capoter tous les plans. Et parce que l'Iran a été franc et a refusé de se rendre et d'accepter les conditions, d'une certaine manière, l'Iran a forcé le Pakistan, Oman, la Turquie et Riyad à regarder le monde autrement. Je veux dire, je ne veux pas attribuer le mérite au gouvernement pakistanais, au gouvernement omanais, aux Turcs ou aux Saoudiens, parce que ce ne sont pas eux qui ont renversé la charrette de pommes. Ce sont les Iraniens qui l'ont fait. Maintenant, ils sont là, à ramasser les pommes, à les regarder et à réfléchir. Oui, ils sont là, cela ne fait aucun doute, Zulfikar. Mais ils n'ont pas remporté cette victoire. Ce sont les Iraniens qui ont mené cela. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Absolument. Absolument. Je souscris à cette déclaration. Il ne fait aucun doute que l'Iran a montré la voie. L'Iran en a payé le prix. Mais l'Iran a aussi montré la voie à tout le monde, pas seulement aux populations de cette région, mais à tout le monde. Vous ne pensez pas que partout dans le monde, les gens ont remarqué que les États-Unis ont été humiliés? Nous n'avons pas encore employé ce mot dans notre conversation, mais c'est le bon mot. Monsieur Trump a été humilié. Je suis allé récemment au Sri Lanka, en Indonésie. Vous savez, j'ai voyagé dans plusieurs pays d'Asie, et partout où je suis allé, les gens s'intéressent énormément à ce que l'Iran a pu accomplir, et ils le voient tous directement. L'Iran dicte les termes de l'avenir proche en Asie occidentale. Et c'est remarquable. Je ne pense pas que la plupart des gens, dans les gouvernements, les mouvements sociaux, parmi les intellectuels, les groupes de réflexion, et ainsi de suite. Je ne pense pas que la plupart des gens voient cela aussi clairement. Les États-Unis ne sont pas en mesure de dicter les termes de l'avenir. Cela se produit depuis un autre angle, et c'est très nouveau pour nous tous. Vous savez, admettons-le, nous n'avons pas vu cela depuis des décennies. Un autre acteur dictait les termes. Même dans le cas de l'Afghanistan, quand les talibans ont dit, vous savez, vous devez partir maintenant, ou quand le Parlement irakien a dit « Non, nous n'accorderons pas aux soldats américains l'immunité contre les poursuites », et qu'Obama a donc dû retirer les troupes américaines. Même dans ces cas-là, l'Irak et l'Afghanistan ne dictaient pas les conditions. Ils ne les ont pas dictées. L'Afghanistan a simplement fait monter le coût du maintien des États-Unis en Afghanistan. Les Irakiens ont fait monter le coût du maintien des États-Unis en Irak. Dans ce cas-ci, ce sont les Iraniens qui dictent les conditions du règlement. C'est une situation très différente. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Et personne, dans des pays comme le Sri Lanka ou l'Indonésie, personne ne se fait d'illusions à ce sujet. C'est absolument tectonique. Cela change le monde de manière phénoménale, comme nous ne l'avons pas vu de toute notre génération. Je veux dire, dans notre génération, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons simplement vu les États-Unis être l'hégémon, les États-Unis être la superpuissance, les États-Unis dire « vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela », et évidemment au grand détriment des populations qui se trouvaient à l'autre bout. Sur cette note, je dirais à notre audience mondiale, s'il vous plaît, cliquez sur les boutons « j'aime » et « s'abonner ». Rendez-vous sur notre chaîne Substack, devenez membre payant,
afin que nous puissions vous livrer toute cette actualité fascinante qui bouleverse le monde directement dans votre boîte mail, désormais 2 fois par semaine, et vous présenter des invités de marque qui connaissent les faits sur le terrain, qui rapportent les faits avec honnêteté et vérité depuis 30 ou 40 ans, comme Vijay Prashad, membre fondateur de notre collectif. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons bientôt et Vijay sera de retour la semaine prochaine selon son calendrier habituel. Vijay, un dernier mot? C'est formidable d'être avec vous et j'attends la semaine prochaine avec impatience. Chaque jour ressemble à une décennie d'une certaine façon. Alors rendez-vous dans environ 60 ans. 60 years. Merci Vijay, merci beaucoup. C'est comme ça que les choses se sont passées. Merci, merci. Thanks.